Rebonjour, alors excusez-moi, la vidéo précédente était censée être plus longue puisque j'avais annoncé deux sujets et je me suis rendu compte que j'ai coupé après le premier sujet. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la suite de la première vidéo. Donc c'est le deuxième sujet que je voulais vous aborder, enfin aborder avec vous aujourd'hui. Cette fois-ci, il s'agit du sujet un sujet de géopolitique. Géopolitique mondiale. Je voulais vous parler de la locution du, du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 79e édition de l'Assemblée nationale des Nations Unies qui a lieu en ce moment même à New York. Donc, il a pris la parole sur la vitrine des Nations Unies et j'ai suivi son allocution avec beaucoup d'intérêt et je voulais vous donner une sorte de vous faire un petit résumé, une sorte de résumé, faire ressortir les points que j'ai trouvés intéressants et, euh, et puis peut-être faire un petit commentaire personnel à la fin par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Euh, voilà. Merci déjà de me soutenir. Merci de vous abonner. Merci de liker et partager le contenu de mes vidéos si ça vous intéresse et si vous voulez bien, bien sûr. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc en ce moment, il y a la 79e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et il faut savoir que le, le président de cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies, depuis quelques semaines maintenant, est un Camerounais. Il s'agit de M. Philemon Yang, qui est un Camerounais et pas des moindres. C'est un ancien Premier ministre du président Biya. Il a été Premier ministre pendant plusieurs années. Donc il a été élu à la présidence de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour une durée d'un an. Donc dans son propos liminaire, le président Tshisekedi a commencé par le féliciter avant de rentrer dans le thème du sujet. Le thème de cette édition, de cette 79e édition, c'est tac tac tac, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine par les générations futures. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un thème, en tout cas je ne connaissais pas le thème. Et donc dans son allocution, le président Tshisekedi rappelle aussi ce thème-là. Il dit par la suite que la situation en RDC est totalement en rapport avec le thème avant de rentrer un peu dans les détails. Avant de continuer, je voudrais quand même vous inviter à regarder son allocution. C'est toujours bien de se faire sa propre idée soi-même, même si après vous pouvez écouter différents intervenants, différents analystes et tout. Donc de grâce, allez regarder sur les réseaux sociaux ou même à la télé les interventions qui vous intéressent, si vous avez le temps de tout regarder, et en l'occurrence celle dont je suis en train de vous parler maintenant, celle du président Tshisekedi. Alors il rappelle par la suite le rôle des Nations Unies comme une sorte de gendarme mondial en fait. Il dit que normalement le rôle des Nations Unies c'est de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique mondial, de lutter contre la pauvreté, notamment aussi, oui, lutter contre la pauvreté. Il parle aussi de problèmes d'immigration clandestine dans le monde. Voilà. Il dit que le socle des Nations Unies semble plutôt vacillant en ce qui concerne la sécurité collective. Il a parlé de la nécessité de rétablir un multilatéralisme fort dans le monde, parce qu'il s'agit d'une période critique en fait que le monde entier traverse en ce moment et que à une époque comme celle que nous vivons actuellement, le multilatéralisme revêt une importance cruciale. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps pour pas me perdre, mais oui, c'est ce qu'il a dit. Par la suite, il a parlé des conflits armés, il a parlé de beaucoup d'agressions armées aux quatre coins du monde. Notamment, on peut parler de ce qui se passe au Soudan, on peut parler de ce qui se passe dans le Proche-Orient,
enfin Moyen-Orient, même Proche-Orient maintenant aussi, Russie, Ukraine, bon, voilà. Il a parlé donc il a essayé de faire un petit listing de tous les mots majeurs qui minent vraiment la société, le monde en ce moment. Donc agression en armée, notamment pillage aussi des ressources naturelles. Il dit que le pillage des ressources naturelles affecte tous les continents. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Manifestation de menaces, notamment au Yémen, Syrie, Soudan, bande de Gaza, dans ce que je vous disais. Et puis il a parlé aussi un petit peu de... Enfin, en tout cas, il a mentionné le conflit russo-ukrainien dans son listing. Il revient donc sur le fait qu'il est impératif de vraiment de promouvoir le multilatéralisme parce que ça ne laisse personne sur le chemin. Donc personne n'est épargné en fait. De ce que j'ai compris, c'est l'interprétation que je fais. Il a parlé par la suite de révolution du numérique, de que son pays pouvait jouer un rôle important dans la révolution numérique, parce que l'Afrique semble un petit peu être le continent laissé pour compte en ce temps de révolution vraiment numérique, d'hyperconnectivité du monde, et que son pays, pour le coup, la RDC, souhaite attirer la connectivité en Afrique en attirant davantage d'investisseurs et de partenariats qui vont dans le sens de développer vraiment cette connectivité au sein de l'Afrique. Bon, la question que moi je me suis posée, c'est très bien, mais est-ce que c'est un problème est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes avant d'arriver là pour les Africains, notamment pour les Congolais? Il parle de la traçabilité des minerais stratégiques qui pourraient jouer un rôle dans le fait d'attirer la connectivité en Afrique. Je dis oui, c'est bien, mais quand il parle de traçabilité de minerais en Afrique, est-ce que déjà les Africains même savent sur quoi ils sont assis, les Congolais? Est-ce qu'ils savent même, par exemple, la quantité, je dis n'importe quoi, de cobalt qui est extraite chaque année, qui est exportée à tel ou tel endroit? Est-ce que les Congolais même d'abord savent ça avant de parler de partenariat stratégique avec tel pays pour amener la connectivité en Afrique? C'est pas une mauvaise chose, mais est-ce qu'il n'y a pas des étapes avant d'arriver là? Bon, ça c'était la question que je me suis posée. Bien sûr, il a parlé de la situation à l'est de la RDC. Il a rappelé que son pays était agressé par par le Rwanda voisin et que il y avait environ 7 millions de déportés et de déplacés internes suite au conflit et à la déstabilisation qui a lieu à l'est de son pays, la RDC. Il a parlé du fait que la communauté internationale a un rôle très important à jouer dans ce conflit majeur, dans cette guerre. Hein. On ne parle même plus de conflit, mais de guerre, je pense, à ce stade. Et il a réitéré, il a utilisé cette occasion pour réitérer et exiger plutôt le retrait immédiat des forces du M23 à l'est de son pays. Il a rappelé qu'il y avait des processus de paix, notamment sur le plan diplomatique, qui allaient dans ce sens. Il a parlé du processus de Luanda, qu'il a salué, il a félicité. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Enfin, moi, c'est la question que je me pose personnellement. Est-ce que c'est suffisant le volet diplomatique pour attaquer ce problème, pour attaquer cette guerre à l'est de la RDC qui dure depuis trop longtemps, qui dure depuis des décennies maintenant? Je pense que les processus de Luanda, que je n'ai pas suivi de manière précise, mais dont j'ai à peu près, j'imagine un peu, je pense que l'idée est louable. Mais peut-être qu'à ce stade-là, il faut plusieurs volets pour mener pour résoudre en tout cas cette crise majeure, cette guerre. Il a parlé du fait que la République démocratique du Congo est favorable à la paix, tout en n'aliénant pas ni sa souveraineté, ni son intégrité territoriale. Donc, quand il dit ça, ça veut dire que pour lui, en tout cas en ce qui le concerne, pour son pays, la souveraineté n'est pas négociable et son intégrité territoriale non plus. Donc, ce qui signifie qu'il n'est pas prêt à céder, ce que je comprends, c'est ce qu'il dit, il n'est pas prêt à céder ses terres, une partie de son territoire à un pays voisin qui aurait peut-être des velléités d'annexion ou d'accaparement des terres congolaises. Donc,
Il dit clairement il est favorable à la paix, mais en n'aliénant pas ses principes à lui. Donc je pense que ce sont des bases de dialogue, je suppose que ce sont des bases de dialogue qui ont été posées avec le, le Rwanda voisin, les autres belligérants, en premier chef le Rwanda. Donc il revient sur le processus de Luanda en disant que oui, c'est un dialogue de haut niveau et que lui, personnellement, il y est favorable. Et il invite d'ailleurs tout acteur ou partenaire qui souhaite aller dans ce sens à se joindre au dialogue, toujours vers un objectif de paix. Je reviens à mon interrogation. Est-ce que le volet diplomatique suffit pour ce problème majeur? Parce que finalement, la diplomatie, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un échec diplomatique justement par rapport à ce conflit? Quels sont les autres volets de résolution de ce conflit, de cette crise qu'on peut entrevoir, qu'on peut déjà euh, imaginer? Est-ce que ça suffit? Ce qui est fait jusqu'à présent, est-ce que ça suffit? Donc ça, c'est la question que moi je me pose. Il a parlé de la ferme volonté de la RDC d'agir vers une paix durable. Moi je dis à un moment donné, oui, la paix c'est bien, la paix c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller vers cette paix-là? Bon, on voit, c'est une question que je me pose, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, voilà, que faire quand on est attaqué depuis très longtemps, bien qu'on veuille la paix? Voilà une question que je me pose. Il a parlé d'un programme que personnellement je ne connaissais pas. Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. PDDRCS en acronyme. Donc c'est un programme qui aurait été mis en place en République démocratique de Congo, a priori plutôt récemment, dans, dans le but comme son nom l'indique, de désarmer, de démobiliser, de réintégrer les combattants. Donc ce serait plutôt pour les forces armées de les réintégrer euh, au sein de la société, je crois, de stabiliser les zones qui sont touchées par les conflits et vraiment toujours dans le sens d'apporter un levier crucial pour la paix en RDC. Bon, c'est un programme qu'il a cité, je ne connaissais pas, peut-être à développer par la suite, en tout cas refaire des recherches là-dessus. Il a parlé du fait que depuis quelque temps maintenant, son pays a institutionnalisé la date du 2 août comme étant la journée du Génocauste, qui est une journée en hommage aux victimes de la guerre à l'est de son pays, perpétuée par des rebelles, soutenus souvent, c'est là où c'est intéressant, ils disent soutenus par des multinationales et des États de la région. Donc quand il dit que ce sont des rebelles qui entretiennent cette guerre par des multinationales des États de la région, ce que je trouve dommage, c'est on peut se poser la question, quelles multinationales? Et ces multinationales, elles appartiennent à quel pays? Quel pays, quel pays pourrait être au courant depuis si longtemps d'un conflit qui se passe dans un autre pays et ne pas avoir un droit de regard, en tout cas accepter de ne pas avoir un droit de regard dans ce qui se passe dans ce pays-là. Si on dit que s'il affirme, ça veut dire qu'il doit avoir des preuves. S'il affirme que cette guerre est soutenue par des multinationales, les pays auxquels appartiennent ces multinationales doivent être au courant, mais quel pays accepte d'être au courant que ces multinationales soient impliquées dans des guerres, notamment la guerre à l'est de la RDC, qui dure depuis quand même plus de 20 ans maintenant. Donc, il n'a pas cité, c'était peut-être pas le lieu, mais on peut se poser la question, avec les informations qu'il a, finalement, est-ce que son engagement pour la paix, rien que la paix, toujours la paix, est-ce que ça suffit à ce stade, justement? Parce que ça dure quand même depuis très longtemps, ce qui se passe au Congo. Je tiens quand même à l'est du Congo, je tiens quand même à le rappeler. Donc voilà, jusqu'à là, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Je continue dans son allocution. Il a parlé ensuite donc du terrorisme partout dans le monde. Il est revenu un petit peu sur ça. Il dit que le terrorisme, c'était en Amérique, c'était
au Proche-Orient, et maintenant ça commence déjà à vraiment ça semble s'enraciner en Afrique, dans les termes qu'il a utilisés. Et il affirme, et je pense qu'il a raison, que le terrorisme est étroitement lié au pillage et aux exploitations et à l'exploitation inégale des ressources, donc des ressources en Afrique, et ça contribue au financement des armées qui exacerbent le conflit dans la région des Grands Lacs. Donc ce serait un peu comme une sorte de cercle vicieux, le terrorisme, financement, pillage. Donc le terrorisme, on fait du terrorisme, pourquoi? Parce qu'on pille. On pille, pourquoi? Parce qu'on a intérêt à piller, extraire les minerais stratégiques, mais la commercialisation de ces minerais stratégiques-là financerait les armées, et les armées recommenceraient encore une fois à exacerber les conflits qui sont déjà présents. Donc effectivement, c'est une sorte de cercle vicieux du terrorisme, en tout cas dans la région des Grands Lacs, puisque c'est la région qu'il choisit, ce qui est normal. Et donc du coup, il réitère le rôle des Nations Unies. Normalement, le rôle des Nations Unies, quel devrait être son rôle face à ces, face à ces conflits majeurs, c'est de mettre quand même des sanctions sévères contre ces acteurs responsables de ces crises économiques. Et a priori, les acteurs sont connus. Il a parlé de multinationales précédemment et d'États dans la région. Donc, pour lui, les acteurs sont connus. Donc c'est une manière pour lui aussi d'exhorter les Nations Unies à agir plus sévèrement qu'elles ne le font déjà. Donc ça, c'est ce qu'il a dit, ne serait-ce que pour briser donc ce fameux cercle vicieux de la violence à l'est de la RDC. Par la suite, il a évoqué ce qu'on appelle les ODD, Objectifs de développement durable pour la République démocratique du Congo, qui émettait une projection d'ici 2030, qui est censée avoir, comment dire, comment je peux dire ça, objectifs de développement durable, donc des objectifs qu'on se fixe pour que d'ici 2030 on ait atteint peut-être un certain nombre de critères, d'idéal concernant le développement durable, en ce qui concerne notamment l'amélioration de la biodiversité, lutte contre le changement climatique. Il dit que d'ici 2030, les projections disent que on n'aura pas atteint, la RDC n'aura pas atteint ses objectifs, notamment en grande partie à cause du conflit à l'est de la RDC. Donc il revient sur ça. Il approfondit un peu plus le problème climatique, principalement en Afrique en général. Et il apporte le regard sur la biodiversité. Qu'est-ce que, à l'échelle nationale, son pays peut apporter. Et puis ce qu'il pense aussi que les discussions au sein des Nations Unies pourraient apporter, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité climatique. Il dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir plus de discussions par rapport à ces questions de sécurité climatique, changement climatique et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Il a parlé d'inclusion sociale, mais je n'ai pas trop noté. Vers la fin, on approche de la fin. Vers la fin, il parle de la parité homme-femme dans les décisions politiques majeures. Il dit que même si dans les textes, il y a une égalité juridique, elle n'est pas toujours très bien respectée dans les faits, mais il reconnaît quand même que dans la vie politique actuelle dans son pays, la parité homme-femme est de plus en plus respectée. On pense notamment à la première ministre congolaise qui est une femme, et c'est la première fois qu'une femme est première ministre au Congo, donc ça, il s'en est félicité, donc ça c'est bien. Il dit qu'il y a plus de représentativité aussi au sein de la vie politique dans son pays, représentativité des femmes, il s'en félicite. Donc ça c'est ce qu'il a dit. Et par la suite, il revient sur la nécessité de redynamiser le multilatéralisme par les Nations Unies. Les Nations Unies doivent s'adapter au mode, à la vie actuellement, à la société qui évolue, qui bouge, et le multilatéralisme doit être vraiment, c'est-à-dire instauré, notamment par des réformes ciblées. Il parle de la nécessité de reformer la Charte des Nations Unies, revoir le Conseil de sécurité, c'est là que c'est intéressant aussi, le droit de veto, qui a droit au droit de veto, recours à la force. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées, qui doivent être
revue. Il parle aussi de la nécessité de coordonner les différentes actions des différentes institutions des Nations Unies pour toujours aller dans le même sens. Il n'a pas cité d'exemple, je pense qu'il y en a, mais oui, que par exemple les Nations Unies et tous les organismes des Nations Unies doivent aller dans le même sens en ce qui concerne le renforcement de toutes les politiques qu'il a citées. Il revient sur la requête de la création de 2 sièges supplémentaires et permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains, avec toutes les prérogatives dont bénéficient déjà les autres pays membres du Conseil de sécurité, à savoir notamment le droit de veto. Il dit qu'il s'agit d'une question de justice et qu'il ne comprend pas et que je pense que le monde ne comprendrait pas qu'à l'heure actuelle, l'Afrique n'ait pas au moins 2 places. 2 places, c'est ce qu'il demande. Au moins 2 places, enfin 2 places c'est déjà bien, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà. Et à la fin, il conclut en disant que son pays, la RDC, est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les prochaines élections de 2026 à 2027. Il affirme son ambition de vouloir jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter, lui, sa pierre à l'édifice de construction d'un monde meilleur. C'est ce que je comprends. Et, euh, et à la fin, il dit volonté de réécrire une histoire collective. Donc voilà un petit peu le résumé avec mes petits éclaircissements, mes questionnements, notamment cette histoire de multinationales. Je pense c'est des points qui doivent retenir notre attention. Il n'a peut-être pas pu tout développer là, il n'a peut-être pas pu tout dire, mais nous, je pense qu'il faut qu'on retienne cette histoire de qui est derrière les multinationales. Est-ce que le Conseil de sécurité sait vraiment qui est derrière les multinationales dont il parle? Et si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'elle n'approche pas les États qui sont concernés par ces multinationales, en tout cas qui sont représentés par ces multinationales? Le fait que oui, avant de parler de volonté de révolution numérique et de partenariat, déjà s'assurer que les Congolais ont déjà clairement conscience de la gestion, soient impliqués dans ce qui concerne la gestion des minerais de leur pays. Quand même, je pense qu'ils ont le droit. C'est quand même leur terre. Et puis, parler de quoi d'autre? Bon, c'est les grands questionnements que j'avais. Voilà. Parce que je me suis pas un peu perdue dans mes notes. Bon. Je crois que j'avais autre chose. Peut-être que je l'ai dit pendant le développement, mais ça va peut-être me revenir. Voilà ce que je voulais dire. Donc je pense que c'était un beau discours, bien écrit. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Mais je pense qu'il faut creuser davantage. Il faut se poser les bonnes questions. Et je suis d'accord quand il parle de multilatéralisme. Dans le monde, on doit aller vers le multilatéralisme, mais peut-être la manière de faire et puis la manière aussi de gérer le conflit à l'est de son pays. Je pense que tout le monde veut la paix, mais à un moment donné, la manière d'accession à la paix, c'est peut-être ça où on n'est peut-être pas tous d'accord. Voilà, la dernière chose, je pense, c'était ça, c'était la gestion du conflit à l'est de son pays. Finalement, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce qu'il n'y a que l'approche diplomatique à ce stade pour, euh, pour résoudre ce conflit qui est vraiment majeur, qui est profond et qui dure depuis trop longtemps? Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Résumer mes petites lumières, mes petits questionnements, éclaircissements et mon apport, ma contribution par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Dernier point que je voulais quand même aborder, je l'ai dit au début, mais je le redis là juste pour clôturer. Donc il se trouve que c'est un Camerounais qui a été élu à la présidence de la session de l'Assemblée nationale des Nations Unies pour une durée d'1 an, Monsieur Philémon Yan. J'ai essayé de regarder un peu dans les différentes allocutions des pays. Je regrette qu'à ce stade, le Cameroun n'ait pas encore
n'ait pas encore pris la parole à la vitrine des Nations Unies, parce que beaucoup de pays se sont déjà exprimés. Il manque encore la voix du Cameroun. Le président camerounais n'est pas là, a priori, n'est pas encore sur place. On espère que, on espère qu'il arrivera avant la fin du sommet pour avoir lui aussi son mot à dire à cette Assemblée des Nations Unies. Voilà, donc je trouve que c'est important qu'on entende la voix du Cameroun. Je pense que le Cameroun peut avoir des choses à dire aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc on attend le président Biya, on espère qu'il viendra. On a encore jusqu'à samedi 28, il me semble. Ce sera la dernière journée de débat avant la clôture du lundi 30 septembre, si mes informations sont correctes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette longue vidéo. J'espère qu'elle a été enrichissante pour vous. J'espère que vous avez pris autant d'intérêt à la suivre que moi j'ai pris à la... oui, que vous avez pris le temps d'apprécier. Et moi, en tout cas, j'ai pris le temps de... J'ai apprécié faire ce travail. Pour vous, j'espère que vous y avez trouvé un intérêt, autant que moi, j'ai apprécié le faire. Et merci beaucoup pour vos retours, vos questionnements, vos interrogations. N'hésitez pas. Vos encouragements aussi. Et, euh, et voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à vous. Au revoir.